Bonjour à toutes et à tous. On a déjà vu que notre corps, c'est un peu comme une forteresse, attaquée en permanence. On connaît les gardes de première ligne, l'immunité innée, celle qui réagit tout de suite. Mais que se passe-t-il quand l'ennemi arrive à passer? Eh bien, c'est là qu'on appelle les forces spéciales, l'immunité adaptative. C'est une unité d'élite hyper spécialisée et surtout dotée d'une mémoire infaillible. C'est un chapitre absolument essentiel du programme de première et on va décortiquer ensemble comment elle nous protège sur le long terme. Alors, notre point de départ, c'est une situation que malheureusement on connaît tous un peu trop bien, une infection par le virus de la grippe. L'envahisseur est là. Il a réussi à déjouer les premières barrières de notre organisme. La première alerte, la réaction inflammatoire a bien été déclenchée, mais ça ne suffit pas. Le combat est loin d'être terminé. En fait, il ne fait que commencer. Du coup, la grande question scientifique qui va nous guider, c'est celle-ci. Comment est-ce que cette deuxième vague de défense, qui est plus lente à se mettre en place, mais tellement plus précise, comment est-ce qu'elle prend le relais ? Et surtout, comment fait-elle non seulement pour éliminer l'ennemi du moment, mais aussi pour mémoriser son visage et s'assurer qu'il ne nous aura pas une deuxième fois? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon, alors comment ça démarre tout ça? Une fois que l'infection est bien installée, l'organisme se rend compte que l'artillerie de base ne suffit plus. Il est temps de mobiliser des troupes beaucoup plus spécialisées. C'est le coup d'envoi de la phase adaptative. Et la preuve de cette mobilisation, elle est flagrante. On peut la voir dans une simple prise de sang. Ce graphique le montre très bien. Chez une personne qui a la grippe, le nombre de lymphocytes, qui sont les globules blancs au cœur de cette riposte, explose littéralement par rapport à une personne en bonne santé. Le signal est clair. L'état-major a sonné le rappel des troupes d'élite. Mais attention, tous ces soldats ne se battent pas de la même façon. On n'envoie pas les mêmes unités pour toutes les missions. L'immunité adaptative, elle, repose sur deux grandes stratégies. Deux branches de l'armée menées par deux types de lymphocytes bien distincts. Et là, on a une parfaite illustration de ces deux approches. Regardons ça de plus près. À gauche, c'est ce qu'on peut appeler le combat au corps à corps. C'est la spécialité des lymphocytes T cytotoxiques. Leur mission, aller chercher et détruire nos propres cellules quand elles ont été infectées par un virus et transformées en usine à produire de nouveaux virus. À droite, c'est une autre stratégie, les missiles à tête chercheuse. Ce sont les anticorps. Eux, ils ne détruisent pas les cellules, mais ils vont intercepter et neutraliser les virus qui se baladent librement dans les liquides de notre corps, comme le sang. Ok, résumons ça pour que ce soit bien clair. On a d'un côté l'immunité à médiation cellulaire, pilotée par les lymphocytes T, sa cible, les cellules déjà infectées, le quartier général de l'ennemi. Et de l'autre, on a l'immunité à médiation humorale. Le mot humoral, ça vient des humeurs, l'ancien nom qu'on donnait aux liquides du corps. C'est donc une immunité qui agit dans le sang, la lymphe, via les anticorps qui, eux, sont produits par les lymphocytes B. Ces anticorps vont donc intercepter les pathogènes qui circulent avant qu'ils n'aient pu infecter de nouvelles cellules. Maintenant, la question à $1 million. Face à des milliers, voire des millions d'envahisseurs potentiels, comment notre corps fait-il pour trouver exactement le bon lymphocyte, celui qui est capable de reconnaître le virus de la grippe et pas un autre? C'est ça qui est dingue. On possède déjà en nous des millions de lymphocytes différents, chacun prêt à reconnaître un ennemi qu'on n'a même jamais rencontré. La réponse, c'est une stratégie militaire absolument géniale, la sélection clonale. Et ce plan d'attaque se déroule en 3 temps. D'abord, la sélection. Parmi des millions de lymphocytes uniques, l'organisme identifie celui, le seul, dont le récepteur de surface correspond parfaitement à l'antigène de l'envahisseur. Sa carte d'identité moléculaire en quelque sorte. Étape 2, l'amplification. Une fois trouvé, ce super soldat est cloné en des milliers, voire des millions d'exemplaires. On ne parle pas au combat seul, on crée une véritable armée. Et enfin, étape 3, la différenciation. Cette armée de clones va se spécialiser. Une partie devient des cellules effectrices, prêtes à combattre immédiatement. Une autre partie devient des cellules mémoire, les vétérans, qui resteront là pour toujours, au cas où l'ennemi reviendrait. Au cœur de toute cette opération, il y a un acteur absolument central, le véritable chef d'orchestre, le lymphocyte T auxiliaire, qu'on appelle aussi TCD4. Sans son feu vert, sans son activation, ni les lymphocytes B, ni les lymphocytes T tueurs ne peuvent se multiplier et se spécialiser correctement. C'est lui qui coordonne tout. C'est la clé de voûte du système. D'ailleurs, pour bien comprendre son importance, il faut savoir que le virus du sida, le VIH, s'attaque spécifiquement à ces cellules-là. En détruisant le chef d'orchestre, il paralyse tout le système immunitaire. Et ce rôle crucial, ce n'est pas qu'une théorie, ça a été prouvé par des expériences. L'expérience historique de Klaman, qu'on voit ici, le démontre parfaitement. Si on met des lymphocytes B tout seuls en présence d'un antigène, on voit qu'ils ne produisent quasiment pas d'anticorps. Par contre, si on ajoute les fameux lymphocytes T auxiliaires, là la production d'anticorps explose. C'est la preuve irréfutable de leur rôle indispensable de chef d'orchestre. Bon, la bataille est gagnée, le virus a été éliminé. Fin de l'histoire? Pas du tout. C'est peut-être là que le plus incroyable commence. Le système immunitaire ne se contente pas de gagner la guerre, il apprend de ses batailles. C'est tout le principe de la mémoire immunitaire.
Ce chiffre illustre parfaitement ce concept. Lors d'une toute première infection, la fréquence d'un lymphocyte B capable de reconnaître un antigène précis, c'est environ 1 sur 10 000. C'est très peu. Mais après cette première rencontre, grâce à la formation des cellules mémoire, cette fréquence passe à 1 sur 1000. C'est 10 fois plus. On a donc une armée de réserve, 10 fois plus grande, déjà entraînée et prête à intervenir immédiatement. La riposte sera beaucoup plus rapide. Et voilà le graphique classique, celui qui tombe tout le temps au bac. Il faut absolument savoir l'analyser. Il montre la différence entre la réponse primaire, le premier contact, et la réponse secondaire. On voit bien que la deuxième fois, la production d'anticorps est beaucoup plus rapide, elle monte beaucoup plus haut et elle dure plus longtemps. Résultat, le pathogène est éliminé avant même qu'on ait le temps de tomber malade. Et ce principe, c'est exactement la base de la vaccination. Bon, ce système a l'air incroyablement puissant, précis, presque parfait. Mais que se passe-t-il quand cette formidable machine de guerre se dérègle, quand elle commet des erreurs? C'est là qu'on entre dans le domaine tragique des maladies auto-immunes. Pour une raison ou une autre, le système immunitaire perd sa capacité à faire la différence entre ce qui appartient à notre corps, le soi, et ce qui est étranger, le non-soi. Et il se met à attaquer nos propres cellules, nos propres tissus. Les soldats se trompent de cible et attaquent leur propre camp. Prenons un exemple très concret, la narcolepsie, une maladie du sommeil. Des études, comme celle illustrée ici, ont montré que chez les personnes malades, on retrouve beaucoup plus de lymphocytes T autoréactifs. Ce sont des lymphocytes T qui sont capables de reconnaître et d'attaquer les neurones qui produisent l'hypocrétine, une molécule essentielle à la régulation de l'éveil. C'est la signature d'une réponse immunitaire qui a déraillé. Très bien. On a maintenant exploré toutes les pièces du puzzle. Il est temps de tout assembler, de prendre un peu de recul pour avoir une vision globale de cette mission incroyable menée par notre système immunitaire adaptatif. Alors, ce schéma bilan, c'est vraiment le document à maîtriser sur le bout des doigts pour le bac. Il résume tout. On part de l'infection, de la présentation de l'antigène, ensuite on a la fameuse sélection clonale des lymphocytes T et B spécifiques, puis la phase d'amplification et différenciation, toujours orchestrée par nos chefs d'orchestre, les T auxiliaires, et enfin la phase effectrice, d'un côté les T tueurs qui éliminent les cellules infectées, de l'autre les plasmocytes issus des lymphocytes B qui produisent des tonnes d'anticorps pour neutraliser les virus. Et bien sûr, en parallèle, la création des précieuses cellules mémoire. Allez, pour finir, la petite fiche de révision, le condensé de ce qu'il faut absolument retenir. Les notions clés sont la spécificité, un lymphocyte pour un antigène. Le mécanisme en 3 temps, sélection, amplification, différenciation. Le rôle pivot central du lymphocyte TCD4. La différence de mission entre l'immunité cellulaire et l'immunité humorale. Et bien sûr, la mémoire immunitaire, qui explique le fonctionnement de la vaccination. Et attention, l'erreur classique à ne jamais faire au bac, confondre l'immunité innée, rapide, générale, et l'immunité adaptative, lente au démarrage mais spécifique et à mémoire. Et on termine avec une question pour ouvrir un peu la réflexion. On a vu un système qui est formidable pour apprendre du passé et se défendre contre des menaces déjà rencontrées, mais comment la recherche, notamment en immunothérapie, utilise aujourd'hui ces mêmes principes pour éduquer notre système immunitaire à combattre des ennemis qu'il ne reconnaît pas bien tout seul, comme les cellules cancéreuses ou les virus émergents. C'est tout l'enjeu passionnant de la médecine de demain. Voilà, j'espère que tout ça est plus clair, on se retrouve bientôt.